Alors, bienvenue à cet atelier des nouvelles approches pour réfléchir à l'offre active dans son cadre institutionnel. Alors, un super atelier cet après-midi. Mon nom est Annie Bédard, je suis directrice générale à Santé en français Manitoba. Alors, je suis très contente d'être là. Bon, c'était organisé, je leur ai dit, je leur payais un verre de vin s'ils m'applaudissaient, ils venaient me supporter. Alors... Bon, ça va me coûter, c'est pas grave. On est là en grande famille, on est en grande famille. Alors, merci d'être là. Alors, pour moi, c'est un grand plaisir d'être modératrice de cet atelier-ci parce que l'offre active des services en français au Manitoba, c'est très important. Mais aussi, nos partenaires sur le terrain nous disent souvent... C'est quoi ce jargon de fonctionnaire-là? Parce que chez nous, on se fait souvent dire que c'est un jargon de fonctionnaire qui découle du milieu politique et autres, mais c'est très important, l'offre active. Et moi, je dis souvent, il ne faut pas dire l'offre active seule, parce que c'est de l'offre active de services en français. Et pour ce faire, je vous inviterai aussi vendredi à assister à une de nos ateliers qui est co-animée par une de mes collègues, Lise Voyer, sur le leadership, engagement et outils à mettre en place l'offre active des services de santé en français. Et on va vous présenter, entre autres, un nouvel outil qu'on a développé à Santé en français au Manitoba. Alors, sans plus tarder, je vous présente M. Martin Normand, qui est stagiaire postdoctoral à l'Université d'Ottawa et à l'Institut du savoir Montfort. Alors, M. Normand va vous présenter ses collègues qui présentent avec lui aujourd'hui. Et juste pour vous laisser savoir, vous avez 10 minutes chaque. Alors, on m'a demandé d'être très rigoureuse dans le temps, ce que je vais faire, et je vais vous annoncer quand il reste 5 minutes, 3 minutes et à la fin. Alors, merci beaucoup à ce panel fort avec tout plein d'expertise à nous partager. Alors, M. Normand. Je l'ai. On le voit-tu? OK, oui. Bon, bien, merci à vous tous de vous joindre à nous pour cet atelier sur de nouvelles approches pour étudier l'offre active dans son cadre institutionnel. Rapidement, les objectifs de cet atelier-ci, ça semble être un panel formel, mais on l'a vraiment construit comme atelier. Je vais vous expliquer un peu les objectifs et comment on va fonctionner. Essentiellement, c'est que moi, je pars d'une question de recherche ou d'une observation selon laquelle l'offre active va attirer l'attention de beaucoup de gens, attirer l'attention des gouvernements, des chercheurs, des praticiens, des organisations de la société civile au Canada, comme étant une façon de mieux répondre aux besoins des communautés francophones minoritaires en matière de prestations de services publics, notamment dans le domaine de la santé. Mais en montant une recension des travaux, ce que j'ai constaté, c'est que souvent les approches privilégiées sont souvent techniques ou formalistes ou administratives pour réfléchir à l'offre active et négligent souvent le cadre normatif et le cadre institutionnel qui contraignent les choix en matière de politique publique ou de politique linguistique. Mais pourtant, il existe de nombreuses approches qui vont enjoindre les acteurs à réfléchir et à agir pour modifier ces cadres en développant des représentations de l'offre active plus dynamiques et plus généreuses. Donc, les objectifs de cet atelier-ci sont d'abord de réfléchir ou de réintroduire le cadre institutionnel dans nos réflexions sur l'offre active, de proposer de nouvelles approches pour concevoir une représentation plus généreuse et dynamique de l'offre active, du moins en élaborer les esquisses, et d'échanger sur les moyens de mettre en œuvre ces nouvelles approches. Bon, voilà. Donc, se joignent à moi très gentiment pour cet atelier. D'abord, Linda Cardinal, qui est professeure à l'École d'études politiques et titulaire de la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques à l'Université d'Ottawa, connue pour ses recherches dans les domaines des politiques linguistiques et du constitutionnalisme, de la diversité et des minorités. En 2017, Linda Cardinal a publié un ouvrage en collaboration avec Sébastien Gramont sur la représentation de la francophonie canadienne au Sénat, intitulé « Une tradition et un droit ». Elle a récemment co-dirigé avec François Larocque aux presses de l'Université Laval la Constitution bilingue du Canada, un projet inachevé. En 2013, Linda Cardinal a été élue membre de la Société royale du Canada. En 2014, elle a été faite chevalière dans l'Ordre des Palmes académiques de la République française. Et en 2017, elle recevait l'Ordre du Canada pour ses recherches sur les politiques publiques et les droits linguistiques, le prix Bernard Grandmaître de l'ACFO d'Ottawa pour son engagement envers son milieu, et le prix de pilier de la francophonie de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qui reconnaît les efforts et le cheminement professionnel exemplaire d'une personne à l'endroit de la communauté francophone. Se joint à nous aussi Jacinthe Desaulniers, qui a occupé plusieurs postes cadres au sein de centres hospitaliers universitaires de la région d'Ottawa, ainsi que le poste de directrice régionale du réseau de télémédecine de l'Ontario.
Elle a également enseigné à l'École de gestion Telford de l'Université d'Ottawa, en plus d'avoir siégé à plusieurs conseils d'administration dans le domaine de la santé et des services communautaires. Diplômée de l'Université d'Ottawa, elle détient un baccalauréat en administration ainsi qu'une maîtrise en gestion des services de santé. Et depuis 2009, Mme Desaulniers assure la direction générale du réseau des services de santé en français de l'Ontario. Et Jean-Gilles Pelletier, qui est directeur général du Commissariat aux services en français de l'Ontario depuis janvier 2016. De 2008 à 2014, il a été directeur administration et langues officielles au Conseil des ministres de l'Éducation du Canada. Auparavant, M. Pelletier fut directeur général du Centre francophone de Toronto, le plus important centre de services en français multidisciplinaire à Toronto de 1997 à 2008. En 2007, il fut le premier président du comité aviseur pour les services de santé en français établi par le ministre de la Santé George Smitherman. Et M. Pelletier a étudié la sociologie et les sciences politiques à l'Université Laval, à l'Université Simon Fraser et à l'Université de Toronto. Donc, déroulement de notre atelier. Tout d'abord, Linda Cardinal et moi-même avons tous deux préparé des textes qui élaborent sur les résultats de nos recherches plus récentes sur l'offre active, que nous avons partagés avec M. Pelletier et Mme Desaulniers. Donc, tous les deux ont déjà lu nos textes et ont préparé des commentaires sur ces deux premiers textes. Donc, on aura chacun 10 minutes. Si on a des brèves réactions après les commentaires de Mme Desaulniers et de M. Pelletier, Linda et moi interviendrons rapidement, mais on veut rapidement ouvrir à la salle. Et en ouvrant à vous, on invite vos commentaires sur nos présentations, des questions sur des éléments de nos présentations, mais aussi, on vous propose 3 questions auxquelles vous pouvez réfléchir pendant nos présentations. Je les vois mal. L'offre active sans un changement durable de culture organisationnelle est-elle viable? En faisons-nous suffisamment pour intégrer la participation citoyenne dans la planification de l'offre active? Et la gestion par et pour peut-elle être un véhicule pour agir sur les normes d'offre active? Donc, j'ai ces questions-là. Elles reviendront à la fin. Une fois que tout le monde aura présenté, on va afficher à nouveau les questions. Vous n'avez pas à les noter présentement. Et sur ce, je passe la parole à Linda qui va commencer avec sa lecture du cadre institutionnel. Est-ce que je peux parler d'ici ou je change de place? Tu peux parler là, comme tu dis. Je peux avoir l'habitude? Oui. J'appuie. Le vert. Changement de génération. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Alors, rapidement, d'abord, comme le disait Martin, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est des résultats de recherche. Je remercie d'ailleurs l'Institut du savoir Montfort d'avoir contribué au financement de cette recherche. Et puis, on est toute une équipe de petites abeilles qui faisons de la recherche, beaucoup en ce moment dans les archives. On a fait des entretiens. On a commencé avec la santé mentale pour essayer, puis en même temps, parce qu'on s'intéresse à l'offre active en santé mentale, mais pour essayer de bien comprendre le contexte, parce que là, moi, je vais vous parler surtout de l'Ontario, mais faites l'exercice dans chacune de vos provinces. C'est-à-dire, je parle de l'Ontario, mais en fait, ce dont je parle essentiellement, c'est du contexte institutionnel. Donc, avec vous, je veux réfléchir sur pourquoi c'est important de travailler et de réfléchir sur le contexte institutionnel pour bien comprendre les fondements même des politiques de services en français en santé, et notamment pour nous, les fondements même de la question de l'offre active, et peut-être pourquoi c'est difficile, dans certains cas, de faire avancer l'offre active. Alors, c'est pour ça que j'ai intitulé ma présentation « Continuité et changement à l'offre active de services en français en santé en Ontario ». L'idée principale, comme je vous disais, c'est qu'il y a un rôle clé qu'il faut essayer de mieux comprendre au contexte institutionnel. Je regardais le programme et je trouve ça très intéressant parce que tout le monde parle d'offre active, mais je me suis aperçue dans le programme qu'il n'y a pas beaucoup de travaux sur les dimensions institutionnelles, normatives ou administratives de l'offre active. Puis je vais y revenir tout à l'heure, je pense que ça s'explique. Et en même temps, je dois dire que le programme est absolument fascinant parce qu'on peut le catégoriser. On voit qu'il y a des champs de recherche qui se développent, que ce soit la santé des populations, tout le volet administratif. Et je pense que ça reflète beaucoup l'état du mouvement institutionnel en santé qui se développe en francophonie. Alors, le rôle clé du contexte institutionnel pour penser l'offre active, et je vais intervenir pour arriver à la fin à me poser la question de la durabilité, la participation citoyenne, le par et pour, mais surtout les deux premiers. Alors, juste d'abord, pour nous guider un petit peu, qu'est-ce qu'un contexte institutionnel? C'est-à-dire, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire définir les concepts qu'on utilise.
et vraiment une définition maison, si vous voulez, du contexte institutionnel quand on s'intéresse au rôle du contexte institutionnel dans le domaine de l'offre active. Donc, on s'intéresse aux normes, aux lois, aux règles, aux principes, aux conventions, aux programmes, aux organisations, c'est-à-dire à tout ce qui structure l'espace social et politique, qui confère à l'institut, c'est-à-dire à ce contexte, une durée dans le temps. Hein, ça, je pense que c'est notre point de départ. Et quand on essaie de l'appliquer au contexte canadien et ontarien en particulier, bien, il y a des éléments qui sont des points de repère pour nous pour comprendre ce contexte institutionnel. D'abord, on peut dire qu'au Canada, on entend souvent dire que les droits linguistiques, ou en tout cas la langue, reposent sur un compromis. Hein, on est dans les célébrations du 150e anniversaire de la Fédération canadienne, et qu'est-ce qu'on dit? La Fédération canadienne est le résultat d'un compromis politique, et à l'intérieur de ce compromis, la langue a fait l'objet d'un compromis. Je vous rappellerai que les Acadiens, les Franco-Ontariens, les gens de l'Ouest, on ne faisait pas partie de ce compromis-là. On a été, c'est-à-dire, on n'a pas consenti à ce compromis, mais en même temps, on en est devenus des défenseurs importants. Le contexte constitutionnel fait en sorte que, le contexte institutionnel, pardon, fait en sorte que sur le plan constitutionnel, on s'est retrouvé avec la santé comme une compétence provinciale. Et on sait qu'en Ontario, l'action provinciale est fondée historiquement sur une approche peu contraignante, est fondée sur ce qu'on appelle le bilinguisme pratique, ou bien le pragmatisme, ou bien ce que nous, on a appelé la théorie des petits pas. Mais on peut aussi donner un autre spin et puis appeler ça la culture de la résistance, c'est-à-dire historiquement en Ontario et peut-être dans d'autres provinces, mais il y a une certaine culture de résistance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas offusquer la majorité, hein, parce que c'est menaçant. Le français. Et en plus, je dis plus récemment, donc, notre contexte institutionnel est aussi caractérisé à bien des égards, notamment au plan canadien, par une absence de droits garantis par la Charte. On n'a pas d'article 23 en santé. Hein? Alors, comment, à partir de ce contexte institutionnel-là, conceptualiser ou comprendre le développement d'un espace institutionnel francophone dans le domaine de la santé? Comment est-ce que c'est transformé, ce contexte institutionnel, au fil des ans, au fil des décennies, grâce à des événements clés, des fois des crises, à des mobilisations citoyennes? Alors, j'ai essayé de voir, de catégoriser un petit peu pour ce qui est de l'Ontario. Est-ce que c'est ça? C'est ça. J'ai essayé de catégoriser un petit peu pour ce qui est de l'Ontario, à quoi ressemble ce contexte institutionnel qui est le nôtre, dans lequel on intervient, et comment est-ce qu'il a changé. Et là, j'ai identifié c'est-à-dire un point de départ et 3 moments importants, et peut-être dans vos provinces, faire l'exercice de comment ça s'est développé, parce que quelque part, il faut savoir d'où ça vient pour voir un petit peu mieux où est-ce qu'on s'en va. Alors, en Ontario, je pense que le rapport Dubois, que tout le monde connaît, qui disait « pas de problème », dans le fond, tout le monde est bilingue, pourquoi des services en français? Je pense que ça, c'est un départ important, un point de départ important, un point de repère. Et dans ce rapport, on sait aussi qu'il y avait une dénonciation en règle du manque de professionnels francophones pour offrir des services en français en santé. Le premier vrai changement qu'on pourrait dire qui va un peu creuser la tombe quelque part de la culture de résistance, ou en tout cas qui va essayer de transformer cette culture de résistance. Bon, c'est la loi sur les services en français. Et là, on a la mise en place d'un nouvel espace administratif, parce qu'il va falloir l'appliquer, cette loi. Il va falloir se donner, pour utiliser un mot de tout à l'heure, des standards peut-être, là. Mais en tout cas, il va falloir se donner des façons de mettre en œuvre cette loi. Ensuite, le deuxième changement qui est important, c'est, tout le monde le dit, c'est un lieu commun, c'est la crise Montfort, parce que c'est là qu'arrive vraiment l'idée que ça nous prend une complétude institutionnelle en santé, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse gérer notre propre réseau de services de santé dans la mesure du possible, et la notion d'offre active. La notion d'offre active, elle existe avant la crise Montfort, mais c'est juste qu'elle est là dans le décor, et c'est comme si elle n'avait pas d'efficacité, c'est comme si elle n'avait pas de normativité.
Alors qu'après la crise Montfort, tout d'un coup, la notion d'offre active a une force normative plus grande. Et c'est à ce moment-là qu'arrivent en scène aussi des acteurs, CNFS, SSF. Et là, on a un espace francophone communautaire en santé qui se met en place. Et je pense que dans tous les développements, c'est sûr, la loi sur les services en français est important, mais cet espace communautaire, il va jouer un rôle clé dans la transformation institutionnelle de la santé au Canada. Il y a un troisième changement, je dirais, depuis 2010, avec la création des AirLIS entités en Ontario, les entités de planification, et Jacinthe pourra peut-être en témoigner, et la nomination récente d'un sous-ministre adjoint, l'adoption de nouveaux règlements, c'est qu'on a maintenant un espace institutionnel qui se structure de plus en plus. Et il ne faut pas sous-estimer cet espace, mais un peu comme l'approche que j'utilise oblige de reconnaître, c'est qu'on est toujours en tension entre une culture du changement qui est portée par nous tous et une culture de la continuité, une culture de la résistance. Et j'ai fait le tour des travaux depuis les années 90 sur les différentes formes de résistance à l'offre de services en français en Ontario. Et ils sont tous là, l'offre active limitée aux régions désignées non garanties, manque d'intérêt de leadership de la part des intervenants, pour vous autres, c'est sûr, mais anglophones souvent, des problèmes d'attitude parfois hostiles envers les francophones, manque d'informations pour trouver les services, règlements qui sont peu contraignants, un espace qui se structure, mais peu d'imputabilité quand on regarde les plans d'action. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une offre active, dans le fond, dans un contexte institutionnel qui est caractérisé à la fois par des rapports de changement et aussi de la continuité? Alors, pour donner une dimension durable à l'offre active dans un tel contexte, moi, je dis que si jamais il y a une modification de la loi sur les services en français, il faut une obligation de promotion qui revienne à la ministre. Il faut absolument une obligation de promotion. Si jamais le mouvement que vous représentez veut pousser encore plus l'imputabilité des systèmes dans nos provinces, oui, c'est fini. Ça prend une obligation de consultation des minorités et évidemment toujours de ne pas oublier que le principe, l'idée de la gestion de part et pour, c'est un principe normatif, c'est plus qu'un principe technique, c'est un principe qui doit guider l'action politique. Merci beaucoup. Merci, Linda, pour cette première présentation. Donc, je vais y aller avec ce que je vous présente aujourd'hui, c'est les résultats de la recherche postdoctorale que je mène présentement, recherche qui est financée conjointement par l'Institut du Savoir-Montfort et par le CNFS volet U-Ottawa, où je réfléchis beaucoup aux conditions d'émergence de la notion d'offre active et ce que ça veut dire pour l'action aujourd'hui. De façon plus générale, je vous ai parlé de la mise en contexte de cet atelier-là au départ, c'est-à-dire que de plus en plus d'acteurs se prononcent sur l'offre active. Et non seulement ça, l'offre active a fait son chemin dans plusieurs politiques, des lois, des règlements dans de nombreuses provinces. Et donc, on a une multitude d'acteurs qui interviennent sur le sens à donner au principe d'offre active, mais surtout sur les moyens à privilégier pour en assurer la mise en œuvre et pour encourager les institutions à se conformer à leurs obligations. C'est pas mauvais, c'est nécessaire, mais ces travaux-là négligent souvent ce qui vient en amont de la mise en œuvre du principe, c'est-à-dire les conditions institutionnelles qui encadrent l'action des institutions gouvernementales, des institutions d'enseignement, des prestataires de services et des organisations de la société civile en matière d'offres actives. Pourtant, les outils, les procédures, les mécanismes que les gouvernements utilisent pour veiller à la prestation de services publics sont une illustration des façons dont les gouvernements comprennent leurs responsabilités et surtout ne sont pas neutres, ils sont porteurs de certaines représentations. Et donc, c'est comme ça qu'on ouvre la porte à une approche ou à une discussion plus normative, plus institutionnelle sur la prestation de services publics à des communautés linguistiques minoritaires. Donc, pour mener cette réflexion-là sur les diverses représentations de l'offre active, j'ai commencé par retracer ce qui n'avait pas été fait encore. À notre grande surprise, quand j'ai commencé ce travail-là, retracer les origines du principe d'offre active. D'où vient le principe? Donc, de comprendre les conditions institutionnelles qui ont mené à l'élaboration, au développement du concept d'offre active. Donc, une chose qu'il faut retenir, et c'est quand même important dans ce débat-ci, c'est que l'offre active, c'est une innovation canadienne qui se diffuse dans d'autres milieux bilingues depuis quelques années.
Donc, il faut comprendre en quoi l'offre active, c'est devenu une réponse canadienne à des problèmes liés à la prestation et à l'utilisation des services dans une langue minoritaire. Donc, nécessairement, cette réponse-là n'était pas neutre. Elle devait avoir comme objectif de répondre à des enjeux très précis que j'ai essayé de retracer justement en trouvant les origines du principe d'offre active. Donc, l'objectif de la présentation, ce n'est pas de vous faire le portrait de cette histoire, je l'ai fait dans d'autres contextes, je vais m'abstenir pour aujourd'hui, mais plutôt de vous amener sur deux pistes qui émergent de ce corpus-là que j'ai utilisé pour retracer l'histoire d'offre active, c'est-à-dire les premiers rapports du Commissariat aux langues officielles en 1971 et 1981, mais aussi, ce qui est très intéressant, les délibérations du premier comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes sur les langues officielles créé en 1980. Et donc, les pistes qui émergent de ça font écho à deux voies institutionnelles qui sont privilégiées dans les travaux internationaux pour agir sur l'épanouissement des minorités linguistiques, c'est-à-dire la participation et l'autonomie. Je vais quand même commencer par vous donner quelques indices, si on veut, sur l'origine du principe d'offre active. Il faut comprendre que dès le deuxième rapport du Commissariat aux langues officielles de 1971-72, publié en 1973, donc, dès ce deuxième rapport-là, les failles dans l'application de la loi sur les langues officielles de 1969 sont évoquées. Ça fait 3 ans que la loi est en vigueur, mais déjà, on note les failles. Le commissariat suggère que le Conseil du Trésor élabore un programme pour accélérer la réforme bilingue où, et là je cite le commissariat, la priorité irait aux institutions fréquemment en rapport avec le public et aux aspects visuels du bilinguisme. Donc ça, c'est en 1973 que c'est publié, et ce serait les premiers signes de ce que deviendra l'offre active pour le commissariat aux langues officielles. Donc, l'enjeu de la prestation des services publics dans la langue de la minorité va prendre du galon alors que l'idée des districts bilingues, qui était présente dans la loi de 1969, est sur le point d'être abandonnée au milieu des années 70. Donc, en l'absence des districts bilingues, ce sont les notions de demande suffisante et de là où c'est possible qui sont présents dans la loi et qui seront utilisés pour déterminer où seront offerts les services dans la langue de la minorité. Mais il faut en convenir, et plusieurs en convenaient à l'époque aussi, ces deux notions-là sont plutôt vagues. Et ce qui va arriver, c'est que les institutions gouvernementales utilisent des sauf-conduits pour expliquer que la demande n'est pas suffisante ou encore qu'il n'est pas possible d'offrir le service. L'offre active apparaît donc pour le commissariat comme un moyen de clarifier l'interprétation de ces deux notions-là. Donc, l'offre active n'est pas neutre. L'offre active visait explicitement à forcer la main des institutions gouvernementales qui résistent au changement consécutif à la réforme bilingue enclenchée suite à l'adoption de la loi à la loi de 1969. Et donc, de ces réflexions sur ce qu'il appelle en 1977 l'accueil spontané bilingue, ce qui deviendra plus tard dans les mots du commissaire l'offre active, se dégagent deux pistes institutionnelles pour veiller à l'épanouissement des communautés linguistiques. La première est celle de la participation citoyenne. Donc, pour le commissariat aux langues officielles, la consultation des clients éventuels permettrait de prendre une meilleure mesure de la demande pour les services dans la langue de la minorité. Il va dire qu'il serait bon de consulter les clients éventuels et de tenir compte vraiment de leur vue au moment de déterminer la gamme de services que le gouvernement fédéral peut raisonnablement offrir dans la langue minoritaire. Il va ajouter que chaque fois que les chiffres ne sont pas suffisamment parlants, les organismes devraient s'efforcer de rencontrer leur clientèle et discuter avec elle de la meilleure manière de les servir. Parce que trop souvent, dans les mots du commissaire, les institutions consacrent des efforts considérables à des analyses et des plans leur permettant de camoufler la médiocrité de leur réalisation. Donc, au lieu d'agir sur ce plan-là, on va trouver des façons de camoufler nos incapacités d'agir. L'offre active a aussi fait son chemin dans les délibérations du premier comité parlementaire, comme je vous disais, et dès 1981, le comité regrette que la loi de 1969 fasse reposer sur la population de langue minoritaire le fardeau de la preuve quant à la demande suffisante. Ce qui fausse l'esprit de la loi, qui était, dans le rapport du comité, que les institutions fédérales doivent offrir activement leurs services dans les deux langues officielles plutôt que d'attendre que la demande se manifeste. Donc, pour le comité, l'offre active était dans l'esprit de la loi de 1960. Et le comité va recommander que la loi soit amendée pour y intégrer le concept d'offre active. Et une des conséquences du rapport, c'est que le Conseil du Trésor va annoncer en 1981 de nouvelles directives pour la prestation de services publics qui se retrouvent dans un circulaire du Conseil du Trésor publié en janvier 1982 et qui sont mis en vigueur le 1er avril 1982. Et le circulaire dit que les
membres de la population minoritaire de langue officielle doivent pouvoir faire connaître aux agents ministériels responsables leurs opinions sur les aspects linguistiques des services dispensés. Et il enjoint les ministères à mettre sur pied des systèmes de rétroaction portant sur tous les endroits qui fournissent les services au public dans les 2 langues officielles, de façon à permettre au public de se prononcer sur les divers aspects linguistiques des services dispensés. Donc, l'idée de la participation citoyenne à l'évaluation des services était présente dans les représentations initiales de l'offre active. Et la directive du Conseil du Trésor peut être interprétée comme ayant introduit une obligation de consultation auprès des minorités linguistiques. Et donc, les institutions gouvernementales pourraient donc faire appel à la participation citoyenne pour organiser la prestation de services en prenant en compte les intérêts de la population minoritaire dans le développement d'outils et de mécanismes. Mais cette participation citoyenne-là, bien que ce soit intéressant, est très peu présente dans les travaux sur l'offre active. Quelques références furtives à l'importance de la mobilisation citoyenne, à l'importance de connaître les besoins de la population, mais très peu sur comment structurer cette obligation de consultation-là. Alors que ça existe une réflexion en ces termes-là, là j'accélère parce que je vais arriver à mon dernier point, mais par exemple, une approche de co-construction des normes d'offres actives a fait ses preuves dans le domaine de la justice en Ontario. Je vais vous épargner les détails, mais si vous voulez les détails, ils se retrouvent dans un chapitre du livre qui est lancé demain après-midi. Donc, on va laisser ça là-dessus. Que j'ai coécrit avec Linda et une autre collègue. Donc, la deuxième piste, c'est celle de la gestion autonome. Il va falloir que j'y arrive rapidement. Donc, la gestion autonome ou encore la gestion par et pour. Et le commissariat aux langues officielles fait référence à cette possibilité. Il va dire, par exemple, qu'il y aurait lieu de repenser quelque peu l'emplacement des bureaux de l'État. Et les institutions qui sont dans la communauté, pour la communauté, pourraient bien recevoir les centres de communication et peut-être même accueillir certains bureaux fédéraux. Mais il va aller encore plus loin en 1979 en disant que bon nombre de services fédéraux peuvent faire l'objet de contrats consentis à des organismes non gouvernementaux, ce qui pourrait permettre, à l'occasion, au gouvernement fédéral de satisfaire plus facilement les besoins des minorités officielles. Donc, on entend plus fréquemment depuis quelques temps qu'en utilisant le principe de l'offre active, les institutions gouvernementales doivent veiller à ce que les services soient offerts d'une façon culturellement appropriée. Et une façon de donner corps à cette composante du principe, ce serait de permettre aux institutions de la minorité d'offrir elles-mêmes des services gouvernementaux. Et donc, c'est ce qu'on appelle plus communément la gestion par et pour, et c'est ce qui va dans le sens de ce que recommandait le commissariat aux langues officielles dès 1979. Et ça correspond aussi à une gamme d'aspirations des minorités qui ne demandent pas nécessairement une pleine autonomie ou une pleine autodétermination, mais à tout le moins la possibilité de gérer des espaces qui ont des impacts directs sur leur épanouissement. Et donc, je vais conclure là-dessus. Je gère mal mon propre temps, même si j'ai organisé cet atelier, mais tout ça pour dire que les 2 pistes qu'il faudrait retenir dans ce cadre-ci, c'est la co-construction des modes de prestation des services par une participation accrue d'une diversité d'acteurs et la gouvernance communautaire des services gouvernementaux. Et en réintroduisant ces 2 concepts-là au glossaire de l'offre active, on pourrait inciter ceux qui réfléchissent à l'offre active de prendre un moment d'arrêt pour bien comprendre le contexte institutionnel et trouver des solutions innovantes et habilitantes pour améliorer la prestation des services. Alors, voilà. Alors là-dessus, je pense que c'est Jean-Gilles qui va y aller en premier. Tout le monde m'entend bien? Est-ce que ça fonctionne? Merci beaucoup, Martin et Linda, de m'avoir invité et d'avoir invité Jacinthe aussi à participer un peu à cette conférence. Ma première réponse va être à l'article de Martin. Martin retrace la genèse et l'évolution du concept de l'offre active dans les appareils gouvernementaux fédéral et provincial. Il indique que ce concept a été élaboré pour clarifier l'interprétation de demandes suffisantes ou de là où c'est possible, qui demeurait vague et servait souvent de limite aux services en langue de la minorité. Martin est juste dans son constat que l'offre active est un mécanisme pour un peu forcer, entre guillemets, la main des institutions gouvernementales. Je dois ajouter que mon texte se base sur le texte que Martin et Linda nous ont offert. Pas nécessairement les présentations PowerPoint, mais le texte comme tel. Donc, évidemment, l'offre active devient comme un instrument pour forcer un peu la main des institutions gouvernementales au-delà de leur interprétation de la notion de demande suffisante. Évidemment, on s'est fait tous peindre dans le coin de la demande suffisante, on l'a entendu à plusieurs reprises.
Le commissariat endosse cette analyse et c'est pourquoi il recommande l'inclusion de l'offre active dans la nouvelle loi, évidemment, sur laquelle on va travailler, cette loi révisée sur laquelle on va travailler dans les prochains mois. Peut-être les prochaines années, mais on espère les prochains mois. Martin va un peu plus loin dans sa conception de l'offre active. Selon lui, l'offre active exige une consultation du public cible. Elle exige la participation citoyenne pour préciser les besoins, mais aussi les modalités de service et les indicateurs de qualité. Il fait essentiellement référence au fait qu'offrir activement un mauvais service ou un service qui ne répond pas aux besoins de la population cible, ce n'est pas une bonne mise en œuvre de l'offre active. On est tous d'accord. Donc, il faut d'abord et avant tout que le service qu'on offre activement réponde aux besoins de la communauté. Ça a du sens. Je crois qu'il a raison. Je crois aussi que cette notion est essentielle. Elle est au cœur de notre interprétation de l'offre active au commissariat et se retrouve également dans la stratégie priorité aux patients. Enfin, elle se retrouve aussi comme élément essentiel de la lentille francophone développée par le ministère des Affaires francophones et qui a été lancée à l'automne dernier. Dans un deuxième temps, Martin argumente qu'ultimement, l'offre active devrait reposer sur une approche autonomiste, déléguant la livraison des services gouvernementaux aux organismes gérés par et pour les minorités linguistiques. Je comprends que les agences communautaires autonomes peuvent jouer un rôle important pour garantir l'offre active et le faire de façon adaptée aux besoins locaux. J'ai géré un centre de santé communautaire pendant 10 ans. J'ai mes collègues dans la salle ici qui font la même chose. Et on sait que c'est une formule gagnante là où c'est possible. Toutefois, le seul fait d'être de gouverne francophone n'est pas une garantie de qualité. Toutes les solutions ne sont pas autonomistes. En fait, dans le centre-sud-ouest de l'Ontario, la province où je travaille, une approche reposant essentiellement sur la délégation des services en français aux agences de gouverne francophones ne fonctionnerait tout simplement pas. Il n'y en a pas d'agences francophones dans le monde de la santé, dans le monde des services hospitaliers, dans le monde des services de santé mentale, des services en toxicomanie, des services de soins de longue durée. On ne pourrait pas offrir tous ces services-là dans un contexte de gouverne par et pour les francophones. Il faut donc élargir le réseau et faire des alliances stratégiques, ce que mes collègues, je sais, font très bien. Cependant, s'il n'est pas garant de qualité, la gouverne communautaire, elle, est garante de pérennité. On est d'accord. Je vais vous donner l'exemple des coopératives. J'ai travaillé dans le domaine des coopératives dans les années 90, ça me date un peu. Une coopérative en soi, parce qu'elle appartient à ses membres, elle ne garantit pas la qualité d'un service. Il faut évidemment adopter des principes de qualité totale sans l'existence de financement adéquat et d'expertise administrative. Les services offerts par une coopérative peuvent laisser à désirer. L'avantage d'une coopérative, cependant, tout comme des organismes par et pour les francophones, vient du fait qu'une coopérative, bien que difficile à établir, est essentiellement impossible à éliminer. Pour répondre aux questions que Martin a soulevées plus tôt, je comprends que l'établissement d'une culture organisationnelle résiliente soit importante pour la mise en œuvre de l'offre active en milieu minoritaire. Cependant, tel qu'indiqué, je n'associe pas la mise en œuvre d'une offre active de services de qualité comme étant conditionnelle et exigeant l'utilisation de la gouverne par et pour les francophones. Je réponds à l'article de Linda maintenant. OK. Linda indique d'emblée que la loi sur les services en français ne mentionne pas l'offre active. Elle a fait le même constat que nous au commissariat. Et c'est pour cette raison que nous proposons, comme elle, son intégration à la prochaine loi sur les services en français révisée. On se croise les doigts. Il y a du travail à faire, mais on va y arriver. Actuellement, l'offre active se retrouve dans le règlement 284-11 et dans la lentille francophone du ministère des Affaires francophones. Linda poursuit en indiquant que l'exclusion de l'offre active de la loi serait explicable. Elle mentionne le mot exclusion, mais en fait, c'est peut-être selon moi, c'est plus un oubli administratif parce que c'était un concept encore très, très, très jeune dans le monde de l'administration publique, que l'exclusion de l'offre active serait explicable par l'interprétation restrictive du compromis linguistique par l'Ontario, tel que démontré par l'interdiction de l'enseignement en français dans les écoles en 1917 et par la résistance de la fonction publique soulevée par le rapport Dubois en 1970. Je suis perplexe devant cette analyse. Linda continue.
Elle poursuit en prescrivant la mise en œuvre d'une approche vigoureuse, une approche qui ne devrait pas hésiter à heurter de front la majorité, en bousculant l'appareil gouvernemental pour changer sa culture de résistance organisationnelle. Elle reproche au gouvernement d'avoir adopté une approche à petits pas. Après 25 ans d'expérience dans la négociation d'entente pan-canadienne, dans la mise en place de politiques provinciales et dans la mise en œuvre de services en français au niveau local dans le cadre des services d'un centre de santé communautaire, vous pouvez comprendre que je me suis toujours assuré que mes approches ont toujours été un peu étapistes, oui, réalistes surtout, mais toujours basées sur de l'évidence. Heurter de front la majorité, je peux le comprendre dans un discours politique, mais au niveau des politiques publiques, d'administration publique, cette majorité, quelle qu'elle soit, il ne fait pas partie de mon arsenal d'arguments pour développer les approches qui ont eu du succès. En politique publique, on a 3 leviers, vraiment, pour faire bouger les choses. Le premier, c'est qu'on peut légiférer et réglementer. C'est typiquement l'adage des gouvernements plus de gauche. Les gouvernements de gauche passent des lois le plus vite possible parce qu'elles espèrent que ça va poursuivre l'influence au-delà de leur mandat qui risque d'être court souvent au Canada. Donc, nous, évidemment, on l'a fait. Nous le faisons avec la loi sur les services en français, évidemment avec le caveat que le commissaire n'a pas le pouvoir d'ester en justice. Deuxièmement, on peut acheter la collaboration. On le fait constamment en santé. Je ne veux pas être cynique, mais c'est vrai. On le fait constamment en santé avec le financement des hôpitaux, des services de santé, des centres de santé communautaires, et on le fait avec les universités. Bien qu'elles soient farouchement autonomes, les universités développent de nouveaux programmes quand elles obtiennent du financement pour le faire. Plusieurs d'entre nous étaient à la présentation la semaine dernière de Jacques Frémont. Il a dit lui-même, pas de financement, pas de service, pas de programme de sciences en français. Le troisième outil qu'on a pour faire bouger les politiques publiques, c'est l'émission de messages, des déclarations, des discours, des prises de position, des rapports publics. C'est ce que font souvent les universitaires, c'est ce que fait beaucoup, vous l'avez reconnu, le commissaire aux services en français. La voix du commissaire et la voix des acteurs publics, quand elle est intègre et crédible, a une influence réelle et très importante sur les politiques publiques. La semaine passée, la ministre Lalonde a présenté les 12 réalisations de son gouvernement en matière de francophonie ontarienne. Et je vous dis clairement que derrière ces recommandations-là, il y avait les recommandations du commissaire étaient derrière 10 de ces réalisations-là, 10 des 12, à travers ses rapports, à travers ses articles dans les journaux, ses entrevues qu'il donne aux médias, ses rencontres avec les politiciens. Ce pouvoir d'influence est un pouvoir important en matière de politique publique. Je soulève avec vous le fait que la mise en œuvre de l'offre active n'est pas une réalisation qui se fera du jour au lendemain. La politique de petits pas qui a été soulevée plus tôt, comme étant symptomatique d'une résistance organisationnelle de l'Ontario, est tout à fait, en fait, réaliste, parce que ça implique des changements comportementaux de la part des acteurs gouvernementaux. Si c'était qu'un changement réglementaire sur une tablette, ce serait différent. Mais l'offre active implique un changement important de comportement de la part des gens qui offrent les services. Ceux qui travaillent ici en santé publique, il y a plusieurs d'entre vous, vous savez pertinemment qu'un changement de comportement au niveau d'un client, au niveau d'un patient qui a des enjeux de santé, c'est tellement difficile à mettre en œuvre. Il ne faut pas s'y prendre une fois, on le sait tous, il faut s'y prendre 2 fois, 3 fois, 4 fois. Quand il s'agit de changements organisationnels qui reposent sur des changements behavioraux, et l'offre active est représentative de ce type de changement, la progression est lente, les habitudes doivent être corrigées graduellement. On y travaille à corriger ces habitudes-là. Au commissariat, nous ne désespérons pas. En fait, nous voyons dernièrement des opportunités de collaboration avec nos partenaires gouvernementaux, et je devrais dire particulièrement en santé, et c'est avec un regard très optimiste qu'on envisage les prochains mois et les prochaines années au niveau des réalisations en santé en Ontario. Merci. Elle peut être là. Regardez-la pas tout de suite. Puis, Parfait. Alors, c'est un plaisir d'être ici avec vous cet après-midi. Moi, je vais commencer par dire que j'ai particulièrement apprécié la revue historique de Martin, que je ne referai pas ici. Ce que je retiens de l'article, qui vous l'a dit tout à l'heure, c'est que
L'offre active, c'est une réponse canadienne à une problématique. Et la problématique qui est définie, c'est les notions vagues de demande suffisante et de là où c'est possible. Puis c'est ça qui a parti, c'est ça qui a fait que les gens ont utilisé des prétextes pour dire on ne peut pas le faire ici, il n'y a pas assez de demandes, etc., etc. Donc, ce que je comprends de l'article, c'est face à cette problématique, on a dit on va faire l'offre active ou on va mettre 2 réponses, la participation citoyenne et la gestion autonome. Ces 2 réponses sont certes intéressantes, mais selon moi, n'adressent pas la problématique. La problématique, c'était de définir ces 2 concepts-là. Peut-être difficile à définir d'un point de vue social, d'un point de vue politique, mais pas d'un point de vue administratif. C'est de la science de la gestion pure. Donc, à mon avis, il aurait fallu quantifier de façon rigoureuse les besoins et modéliser. Alors, modéliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire planifier selon un modèle, selon les caractéristiques, une offre de service appropriée pour y répondre. Tu sais, demande suffisante, ça laisse sous-entendre un modèle à 2 vitesses. Un seuil en dessous duquel il n'y a pas de service, puis au-dessus duquel tu es bien chanceux. C'est un modèle beaucoup trop simpliste pour répondre à un besoin aussi fondamental. C'est pas parce que je suis la seule francophone sur l'île X que mon besoin est moins valable. Ce qu'il faut, c'est trouver la façon d'y répondre qui soit adaptée au contexte. Donc, il aurait fallu commencer par capter l'identité linguistique. Ah, j'en vois sourire, hein? Ceux qui me connaissent savent pourquoi. Ceux qui ne me connaissent pas, venez à l'atelier demain. Ça nous aurait permis de bien définir les besoins de la population, puis ensuite de développer les modalités d'offre adaptées à ces besoins. Là, je vais faire un clin d'œil à l'île du Prince-Édouard. Ça nous a pris du temps, mais justement, sur une petite île, on y arrive avec une carte santé bilingue. En conclusion, l'article parle de l'habilitation des francophones qui doit se faire à travers les aspirations communautaires. Personne ne peut être contre la vertu, donc je suis d'accord qu'on veut tous être consultés, on veut faire partie des décisions. Seulement, après 10 ans d'engagement communautaire auprès de la communauté francophone chez nous, je peux vous dire qu'il y a une chose qu'elle veut. Puis ça, c'est d'avoir des services de santé en français quand elle est malade. Ça, c'est leur aspiration, puis c'est une aspiration systémique. Parce que quand ils vont être malades, ils vont avoir besoin de quoi? Bien, ils ne savent pas aujourd'hui. Vous les consultez, il faudrait les consulter sur tout. Donc, au risque de me répéter, il aurait fallu une réponse systémique. Donc, identifier les francophones proactivement à l'intérieur du système, partout. Développer une offre de service qui est adaptée. Là où il y a peu de francophones, ce ne sera pas le même type. Là où il y a plus de francophones, ça va être autre chose. Et la 3e étape, c'est rendre cette information disponible. Puis la rendre disponible partout dans le système pour qu'avant que je sois malade, je sache où je peux aller. Quand je le suis, oui, ça va être disponible, mais ça va être disponible aux professionnels qui font le référencement aussi. Essentiellement, ce que je prône aujourd'hui, c'est l'offre active, mais à l'échelle du système. Pas juste organisationnel, pas juste au niveau du professionnel. Puis j'enlève rien à ces 2 dimensions-là, là. Elles sont essentielles. Mais je regrette qu'on oublie trop souvent la dimension systémique. Linda Cardinal, dans son article, parle de l'absence de la notion de l'offre active dans la loi sur les services en français. Je suis tout à fait d'accord avec elle, puis je suis tout à fait d'accord que ce serait une bonne chose qu'on l'implique dans la prochaine loi. Elle reconnaît aussi sa présence dans le règlement 294-11 et dans le processus de désignation, mais s'inquiète que ceci réduit l'offre active à sa dimension purement administrative. Comme vous l'avez compris, mon cadre de référence est administratif. Alors moi, je crois au contraire que ceci est une bonne chose. À mon sens, la voie administrative est nécessaire en Ontario à cause de l'organisation du système de santé. Comme une image vaut 1000 mots, donc je vais demander à Maestro de m'aider. En Ontario, le système est différent
que dans plusieurs autres provinces, en ce sens que oui, on a un ministère de la Santé, oui, on a des ARLIS, mais on a surtout des fournisseurs de services de santé. Il y en a plus de 1500 en Ontario. Et ils ont toutes leur propre gouvernance, ils sont toutes des agences autonomes et ils ne sont pas touchés par la loi sur les services en français. Parce que la loi sur les services en français, ce qu'elle fait, elle garantit une offre par les gouvernements dans les régions désignées. Mais les agences ne sont pas. Elles sont soit des tierces parties, donc touchées par le règlement 284-11, ou elles sont ça des agences de la couronne, des agences qui peuvent se désigner. Donc, c'est pour ça que pour nous, la désignation, c'est vraiment, vraiment important. Et je vais revenir à mon idée de modélisation tantôt. L'Ontario a fait un effort en ce sens. C'est-à-dire qu'ils ont tenté de modéliser l'offre en disant, on va regarder le continuum de soins. Pour que les francophones aient un accès équitable à des services de santé, on va identifier des agences. Fait que vous voyez des agences qui sont identifiées. Ceux-là vont devoir aller chercher leur désignation. Puis, ils ont mis tout un processus de désignation. C'est un processus de standard pour faire du pouce sur l'autre présentation. Mais c'est un processus qui vient définir ce qu'on doit faire. Donc, ils ont tenté de modéliser l'offre. Mais est-ce que je suis prêt à vous dire que tout est rose en Ontario? Non, certainement pas. Là où je rejoins les propos de Mme Cardinal, c'est dans l'action provinciale peu contraignante. J'utiliserais plutôt d'autres mots. Je parlerais de la cascade d'imputabilité qui est mal définie. Par contre, je ne pense pas que les contraintes normatives, les traditions étatiques et l'approche des petits pas ont créé de la résistance à l'offre active. Je crois plutôt que c'est le manque d'appui administratif, de mécanismes de mise en œuvre habilitants pour les fournisseurs de services de santé qui fait défaut. Et c'est dans ce contexte-là que des rendez-vous comme aujourd'hui, des entités, des ARLIS, des réseaux, des gens qui travaillent avec les fournisseurs, qui les aident dans leur offre, c'est très important. En terminant, je partage, on ne s'était pas parlé de ça, mais l'optimisme de Jean-Gilles, parce que je regarde le ministère de la Santé qui est à préfère quelque chose, quelques éléments. Un, il est à revoir le règlement qui a créé les entités de planification et à développer un guide sur les rôles et responsabilités des différents acteurs. Fait que pour moi, ces deux éléments-là, ça va significativement clarifier la cascade d'imputabilité. Il est aussi à exiger une collecte d'informations sur la capacité des fournisseurs de services de santé à livrer des services en français. Bien, ceci, ça va nous permettre de poursuivre notre travail de modélisation de l'offre, puis où elle est, puis comment la faire. Et en troisième lieu, est à, je choisis mes mots ici, à considérer un mécanisme pour collecter systématiquement l'identité linguistique des patients. Ceci va nous permettre de mieux comprendre les besoins. Donc, ensemble, ces mesures vont contribuer, selon moi, à favoriser, s'il y a un mot que vous retenez aujourd'hui, 3 mots, pardon, l'offre active systémique en Ontario. Merci.